Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, ça s'apprend, messieurs, dames. Comment justement pouvoir mieux appréhender une consommation numérique raisonnée? Réponse avec le Clémy dans sa série La famille tout écran, c'est dans un instant. Il a une idée derrière la tech, évidemment, c'est Damien Douany. Damien, aujourd'hui, on part en immersion avec toi dans l'histoire, dans l'architecture. De quoi est-ce qu'on va parler? On va remonter dans le temps, voilà, tout simplement, en allant visiter un très beau monument. Les voyages dans le temps avec Damien Douany, c'est donc à suivre. La lecture, elle, eh bien, c'est la grande cause nationale jusqu'à l'été 2022. Favoriser son apprentissage et sa pratique à tous les âges. Figurez-vous qu'il y a des applications pour ça. Avec nous, Carole Fogarassi, vous êtes le CEO de Nabook. Si je dis que c'est le Netflix de la lecture, je me trompe? J'espère pas. Bonjour à vous. Et en duplex avec nous aussi, Marianne Joly, vous êtes la cofondatrice de Corneille. Et là, on va parler justement d'apprentissage de la lecture pour les tout-petits notamment. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. L'organisme qui a mis au point une campagne vidéo pour pouvoir allier humour, mais aussi bonne pratique numérique. La famille tout écran, épisode 3 cette semaine, c'est parti. En forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat'. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Oh, on va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil. Et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut, faites pas de bruit. Et oui, de l'usage des écrans sur l'impact sur notre sommeil. C'est important de bien dormir. Carole Fogarassi, vous n'allez pas me démentir, vous êtes le CEO de Nabook. Le Netflix de la lecture pour les enfants et pour vous aussi, le temps d'écran, c'est primordial. Il faut savoir préserver son temps d'apprentissage, son temps de repos aussi sur ce qu'on fait avec nos écrans. Exactement. Alors, le petit clip que l'on vient de voir est en effet un signal d'alarme vis-à-vis de toutes ces familles qui passent trop de temps derrière les écrans et qui laissent des enfants sans contrôle derrière les écrans. Et donc évidemment, moi je rejoins cette campagne et je la soutiens de tout mon poids et de tout le poids de Nabook. Et c'est justement dans cette démarche-là que nous avons créé Nabook. Alors, c'est bien de tirer les constats, après il faut bien en tirer des conclusions. Et nos conclusions sont non pas de condamner ces écrans, parce qu'ils sont là et qu'il faut les utiliser, ils sont au contraire de les réorienter, de manière à les utiliser à bon escient. Et si on les utilise avec quel contenu? Et la France, l'Europe, on est les champions du monde de la littérature, des belles histoires. Autant les mettre à l'honneur à l'heure du numérique. Et justement, on y revient dans un instant. Mais d'abord, Damien, toi aussi, tu sais réussir à couper les écrans pour pouvoir privilégier ton temps de sommeil. Moi, personnellement, je suis la pire des élèves en la matière. Hein, mais... Alors moi, j'ai des difficultés, surtout le soir, en fait. Parce que on se rend compte qu'effectivement, comme on le voyait dans la vidéo, c'est le truc qui est un peu embêtant par moment. Parce qu'on a tendance à vouloir lire le soir et justement après on s'endort plus. Donc justement Nabook, on fait comment avec ça? On a un temps limité, on verrouille un peu les choses? Alors justement, en fait, en réalité, si on va dans le détail, il y a 2 phénomènes importants à bien distinguer. D'une part, vous avez l'écran en lui-même et vous avez le contenu sur l'écran. Oui. Alors, l'écran en lui-même, il est perturbant pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il est pop-up, donc vous avez des informations tout le temps, ce qu'on désigne par infobésité. Ce flux d'informations, il submerge le cerveau
et il va le dépasser. Et en fait, c'est ça qui va créer en grande partie, d'une certaine façon, le mal-être qui est lié aux écrans. Et la deuxième partie, c'est le contenu. En fait, avoir un contenu qui est dispersé, qui est pas contrôlé, ça amène parfois à des mauvaises rencontres, surtout pour les jeunes, et puis ça amène à des rencontres qui sont trop stimulantes. Donc nous, on va agir sur les deux. Déjà, sur la partie écran en elle-même, c'est un lecteur de livres, donc vous avez des lignes noires sur des fonds de couleurs qui sont des couleurs, si je puis dire, colorimétriquement pensées de manière à ne pas exciter et rentrer en résonance avec les longueurs d'onde qui sont nocives pour le cerveau. Et par ailleurs, sur l'aspect contenu, vous avez vous avez des livres, vous n'avez pas des contenus vidéo ou des danses qui vont encore donner envie à l'enfant de danser. Et donc ce sont ces deux aspects-là que l'on a traités au sein de Nabook. Et justement, ces livres et ces histoires, on y revient dans un instant, puisque lecture et numérique, vous allez le voir, ce n'est pas antinomique. Nos invités sont là pour vous le prouver. Et on démarre avec un constat. Aujourd'hui, 20% des élèves maîtrisent mal les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. Or, une enquête PISA indique que 30 minutes de lecture effective par jour, eh bien oui, ça permet de faire des progrès significatifs, notamment sur les apprentissages en français. Carole Fogarassi, vous êtes donc le CEO de Nabook. Lecture, c'est la clé de la réussite. Oui, alors toutes les études le montrent, et je pense que d'ailleurs ma collègue de Corneille ne dira pas le contraire. La lecture, évidemment, sert à tout, ne serait-ce que pour résoudre un problème de mathématiques. Vous avez besoin de comprendre l'énoncé. Ouais. Et ensuite, la lecture permet la curiosité qui va permettre de voir un peu plus loin que son propre horizon et donc d'avoir ce bonus de culture générale, ce bonus d'expérience qui va vous pouvoir combler une lacune, par exemple, technique. Donc la lecture, en effet, c'est le bon sens, le dicte, le vecteur de réussite par excellence. Et puis par ailleurs, la lecture, c'est aussi le moyen de s'identifier dans un autre personnage. C'est par exemple la capacité de se mettre à la place de Lucien de Rubempré et d'aller voir comment, je parle de lui parce que le film est sorti récemment et que tout le monde comprendra bien, verra bien l'image. C'est aussi une manière de se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est primordial dans nos interactions tous les jours. C'est aussi la capacité à saisir des tensions entre des personnages dans un contexte donné. Donc la lecture, en fait, fournit tout un tas d'outils qui sont primordiales pour le développement, d'une part cognitif, donc cérébral, et ensuite dans le développement social. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour dire à quel point c'est important pour la réussite d'un jeune. Oui, sans mauvais jeu de mots, Marianne Joly, vous êtes la cofondatrice de Corneille. Est-ce qu'on peut se dire que justement ces apprentissages fondamentaux, ils nous permettent d'avoir une clé de lecture sur le monde ? Oui, tout à fait. La lecture, c'est la première brique de l'éducation, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on doit accompagner les enfants dès le plus jeune âge dans la lecture. Ça leur donne évidemment les clés de la réussite, comme l'a dit Carole, mais aussi des clés pour devenir de bons citoyens et développer un esprit critique plus tard et être des adultes responsables. Retour en plateau avec vous, Carole, parce que Nabook, je le disais tout à l'heure, c'est donc en quelque sorte le Netflix de la lecture. Vous proposez des séries jeunesse adaptées aux écrans de smartphones et de tablettes. L'idée, c'est de ne pas pousser à la consommation. On l'a dit tout à l'heure avec la façon dont vous réussissez à transformer le temps d'écran en apprentissage effectif et en temps de lecture. Exactement. Déjà, la cible que nous allons chercher, c'est la cible qui est sur le haut du panier en termes de consommation d'écran. Celle qui passe en moyenne 4h45 par jour. C'est absolument énorme pour une cible qui a 8-12 ans, pour rappel, en cœur de cible. 4h45 d'écran par jour. À part mettre un gendarme dans la maison pour leur dire arrêtez d'utiliser les écrans, vous n'avez pas tellement de solutions, à part utiliser ces écrans d'une autre manière. Donc c'est exactement cela qu'on commence par aller chercher. Et aujourd'hui, on tient notre promesse chez les clients qui consomment aujourd'hui Nabook. On observe qu'on n'a pas rajouté une demi-heure ou une heure de temps par semaine d'écran, mais qu'on a transformé une demi-heure ou une heure de temps d'écran qui existait déjà en un temps de lecture. Et par ailleurs, et ça on y reviendra tout à l'heure j'imagine, mais ce temps de lecture déjà, on observe qu'il calme les enfants par rapport à une heure de TikTok, et ensuite il donne le goût à autre chose. Donner le goût, c'est vraiment l'objectif des 60 histoires qu'on peut découvrir sur votre application. Voilà ce que ça donne, tiens, par exemple avec le tour du monde en 80 jours.
Jules Verne à l'honneur donc sur Nabook. Dans ces 60 histoires qu'on peut donc découvrir sur l'application, ce sont des adaptations de grands romans, de grandes histoires universelles, où il y a aussi de la création. Alors, nota bene, avant de reprendre sur le clip, il s'agit ici d'un trailer. D'accord. Il ne s'agit pas du format que vous allez consommer sur Nabook. Nous faisons vraiment de la lecture. À préciser, parce qu'on pourrait croire en voyant le clip que nous faisons une forme de dessin animé. Pas du tout. En fait, il s'agit simplement d'un trailer. Au même titre qu'on fait des bandes annonces pour les films, nous sommes en train de faire des bandes annonces pour les livres. D'accord. Sous un format vidéo story. Bon. Le fait est que, pour répondre à votre question sur le catalogue, notre but, il est triple. D'une part, de mettre à l'honneur des... Alors, petit point sur le monde de l'édition, on n'a jamais eu autant de livres qui ont été publiés. On a beau d'entendre partout que le livre va mal, les confinements ont créé des années records, et on n'a jamais eu autant d'auteurs, autant de livres, d'ouvrages qui ont été publiés, parce que l'auto-édition le permet aujourd'hui, ce qui crée à contrario un problème dans l'édition aujourd'hui, qui est le trop fort tirage d'un trop grand nombre de livres, ce qui crée une dispersion très forte, et ce qui en fait concentre les ventes sur un top 50, qui est grosso modo toujours le même. Donc, il y a une vraie difficulté pour les éditeurs intermédiaires et les auteurs qui n'ont pas encore une grande renommée à se faire connaître. Donc il y a déjà cet objectif chez nous de vouloir mettre en avant ces éditeurs indépendants, ces éditeurs petits et de taille intermédiaire. La deuxième chose, c'est de mettre à l'honneur des contenus classiques qui ont fait des éducations de génération, que ce soit les contes de Perrault, les fables de La Fontaine, des Jules Verne ou des Molières, qui aujourd'hui, je dirais, sont délaissés pour des fausses raisons, si tant est qu'il y ait de bonnes raisons de le délaisser, parce que le format fait un peu poussiéreux. Et donc nous avons l'envie et la volonté de les mettre à l'honneur, et nous le faisons, puisque les Fables de La Fontaine sous un format revisité, Jules Verne, 2 pièces de Molière aujourd'hui, un conte de Perrault sont disponibles sur l'application. Et enfin, le but, et c'est la démarche dans laquelle nous sommes actuellement, c'est d'aller chercher... On va souvent créer des dessins animés et des jeux vidéo à partir de livres. Bien nous voulons faire l'inverse. On va chercher des dessins animés et des jeux vidéo et on les décline sous format livre sur Nabook. Aller chercher les personnages que les jeunes apprécient et suivent pour les faire lire. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça permet d'inverser aussi la proposition, ramener à la lecture en public, et en public enfant, qui n'y serait peut-être pas allé tout seul. En parlant justement d'être tout seul, l'idée, c'est de ne pas les laisser seuls, ces enfants, face à la lecture et face à l'écran. Vous avez notamment conçu un mode lecture théâtrale pour pouvoir lire à plusieurs. Lire, c'est avant tout un partage aussi. Exactement. Alors, sans doute que chez Corneille, vous seriez plus à même à développer ce point d'apprentissage de la lecture. Moi, je rappelle que je ne cherche pas aux jeunes à apprendre à lire. Moi, je cherche à ancrer un geste qui est à donner envie. En devenir, exactement, à donner envie, à donner le goût, à donner le réflexe, à réancrer le réflexe. Donc, de ce point de vue-là, en effet, avoir quelqu'un qui vient, si je puis dire, épauler le jeune dans l'aboutissement de son geste de lecture, c'est important. Et en effet, nous le faisons avec différentes fonctionnalités qui permettent, par exemple, à des parents de lire avec leurs enfants. C'est le mode théâtre, c'est ça? C'est le mode théâtre, exactement. Qui donne en fait la distribution des rôles. Dès le début, avec la quantité de texte et la difficulté, de manière à ce qu'évidemment les rôles soient bien répartis. Et puis, de manière aussi à donner à chacun le goût d'aller au bout de l'histoire. Et par ailleurs, ce mode théâtre est complété par un petit dispositif de jeu où, au fur et à mesure de vos lectures, vous allez débloquer des personnages. Mais donc c'est une logique de gamification. Exactement. Ça Et les personnages sous forme de badge vous permettent après de l'arborer et de le mettre dans l'application. Combien d'utilisateurs aujourd'hui pour Nabook? On est un peu plus de 4000 utilisateurs. Ce qui est déjà... En bouche à oreille exclusivement. Oui, c'est un peu succès. Sur un an. C'est en devenir. Nous, on pourrait parler stratégie d'entreprise pendant des heures, évidemment. Pour simplifier, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui cherchent le maximum d'utilisateurs et ceux qui cherchent le meilleur produit. Pour caricaturer, nous sommes de ces derniers, pour le moment. C'est les good guys justement de la lecture, c'est Nabook absolument. On va aller voir aussi le modèle de Corneille par exemple avec Marianne Joly. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intentions qui vous réunissent avec Nabook également. Là aussi l'idée c'est de pouvoir transformer ce passage du temps des écrans effectifs en apprentissage de lecture et c'est fondamental. Vous vous adressez aux enfants de 3 à 8 ans. Vous développez des savoirs lire, mais est-ce qu'on les développe de la même façon à ces âges-là, sur 5 ans d'écart? Alors effectivement, on s'adresse à une
des enfants, une gamme d'enfants très large, en fait. Donc, on s'adresse à des enfants entre 3 et 8 ans. Et effectivement, l'entrée dans la lecture va être complètement différente. On s'adresse également aux parents, en fait. On a vraiment une problématique de double cible parce qu'à cet âge-là, contrairement à Nabouk, les enfants sont encore dans la lecture avec leurs parents. Et on va aider les parents et les enfants à passer de cette lecture commune, de la lecture familiale, la lecture qui est faite par le parent, à une lecture individuelle. Et on va essayer de faire une transition qui soit très délicate. Donc pour les enfants de 3 à 5 ans, on a vraiment des exercices de phonologie, d'apprentissage des phonèmes. On travaille vraiment les sons, on travaille les rimes. Et puis on va entrer au fur et à mesure dans la lecture en s'adressant aux enfants qui sont en grande section CP avec des textes un peu plus compliqués et vraiment une entrée dans le décodage. Et ce qui est en effet fondamental, vous proposez aussi une bibliothèque numérique pour ancrer ces bases justement de la lecture. Back to Basics, on va apprendre l'alphabet en s'amusant tout de suite. Coucou, c'est moi, Corneille, la maîtresse d'école de la forêt des Deux Vallées. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble l'alphabet. C'est parti! A comme abeille. B comme bateau. C comme corneille, comme moi. D comme danse. E comme école ou comme Edgar, mon copain. Et on le voit aussi, l'environnement graphique que vous avez choisi est très doux, accompagne vraiment l'enfant, lui donne le temps de prendre le temps pour décoder justement ses apprentissages de la lecture. Alors ça, c'est essentiel pour nous. On a créé un univers graphique qui est très doux, très calme. On a très peu de feedback visuel et de feedback sonore parce qu'un enfant qui entre en lecture, en fait, il a une charge cognitive qui est énorme. Tout son cerveau est mobilisé en fait à apprendre la lecture et on veut surtout pas le perturber avec des images trop rapides, des sons qui viennent dans tous les sens. On veut qu'il soit concentré sur sa lecture. Donc le choix de cet univers graphique, il est délibéré. Aussi parce qu'on a envie de promouvoir un numérique de qualité et destiné aux enfants. Là, je reviens sur ce qu'a dit Carole tout à l'heure. L'enjeu de développer du contenu numérique de qualité, je pense que c'est vraiment l'enjeu que nous, en tant qu'EdTech, sur lequel on doit se concentrer. La question, c'est même pas est-ce que les enfants vont avoir des écrans ou pas, ils sont dans leur vie. Maintenant, la question pour nous, c'est la qualité du contenu qu'on leur adresse et d'adresser du contenu qui est vraiment destiné aux enfants. Oui, absolument, ce numérique responsable de confiance et puis aussi plus durable que vous prenez tous les deux avec Nabouk et avec Corneille. Combien d'utilisateurs aujourd'hui, justement, pour Corneille? Je sais que vous êtes implanté à Tourcoing notamment et que vous avez lancé des partenariats avec les éditions Bayard et Milan, puisqu'en plus justement de ces savoirs-lire, de cet apprentissage de la lecture, vous proposez aussi 100 histoires à écouter dans cette bibliothèque numérique. Oui, donc effectivement, l'application se découpe en deux grandes parties. Donc, on a une partie qui est vraiment une partie d'apprentissage de la lecture pure, avec 200 activités de lecture qui suivent les recommandations de l'Éducation nationale, bien évidemment. Et d'un autre côté, on a cette bibliothèque numérique qui contient aujourd'hui une centaine de textes, des textes qui sont des textes propres, développés par des auteurs Corneille, qui sont vraiment calibrés pour une entrée en lecture, pour des premières lectures. On a vu notamment là dans la petite vidéo que vous diffusez un module qui s'appelle Je lis seul, où l'enfant s'enregistre en train de décoder des premiers textes qui sont des textes Corneille. Il s'enregistre en train de lire et il peut enregistrer sa lecture sur l'appareil qu'il utilise pour le partager ensuite avec son parent, son grand-parent ou sa famille. Et dans cette bibliothèque numérique, on a également des textes qui sont issus d'un partenariat avec les éditions Bayard et Milan, donc des textes que tout le monde connaît bien, des belles histoires, des premières lectures également, que l'enfant peut lire seul ou écouter, puisqu'on s'adresse à des enfants qui ne savent pas lire, qui ne sont pas entrés en lecture, et des enfants qui savent déjà lire. On a également mis en place ce mode karaoké parce qu'on a remarqué aussi que des enfants, notamment en CP, pouvaient commencer un ouvrage et s'arrêter après parce que ça nécessitait, encore une fois, cette grande charge cognitive qui les fatigue. Et du coup, ils peuvent prendre le relais dans la lecture. Ces belles histoires. Je vous ai pas répondu sur le nombre d'utilisateurs. Oui, absolument. Combien d'utilisateurs pour ces belles histoires? Et j'allais vous dire que c'est vraiment transgénérationnel parce que je me souviens encore des miennes. Ouais. Alors, c'était très fort d'avoir un partenariat avec Bayard pour commencer. Nous,
On le souhaitait vraiment. Donc Bayard, c'est un peu le leader en édition jeunesse sur tout ce qui est première lecture. On pense tous à J'aime lire, aux belles histoires, peu importe notre âge, on les a tous lus. Donc c'était un partenariat fort. Et surtout, c'est une maison d'édition qui a les mêmes valeurs que nous et qui promeut la lecture depuis des années. Donc on était très contents d'être associés à eux. Et combien d'utilisateurs alors? Pardon, donc c'est vrai, je n'ai pas répondu à cette question. Donc, on a 80 familles qui ont téléchargé depuis le lancement et on a une base d'abonnés actifs qui tourne autour de 900 000 abonnés actifs. 900 000 abonnés aujourd'hui pour Corneille. Il y a aussi une fonctionnalité qui vous rejoint tous les deux dans ces deux modèles d'application. C'est la question de la lecture, mais aussi de l'accessibilité, notamment pour les enfants dyslexiques, entre autres. Comment est-ce que ces applications peuvent aider ces enfants à besoins particuliers à mieux apprendre, Carole? Bien, et c'est lié au numérique. Le numérique permet ce que vous ne pouvez pas faire avec un livre papier. Nous avons développé une fonctionnalité dyslexique, je parle dans mon cas, qui permet en un clic de transformer, si je puis dire, tout le livre dans un livre qui est dyslexique, dyspraxique, dysorthophonique, compatible. Donc c'est une police qui s'appelle Open Dyslexic. C'est un premier jalon, si je puis dire, dans le développement. Il y en aura d'autres. Il y a des très belles sociétés comme Mobidis qui s'occupent du sujet aussi de la dyslexie, de l'accessibilité des textes. Et chez nous, c'est automatique. Dès lors que vous avez un titre qui est dans la bibliothèque Nabook, c'est un titre qui sera accessible pour un public 10. Et donc ça, évidemment, pour nous, c'est une volonté de mettre ça en avant parce qu'aujourd'hui, vous avez finalement très peu en pourcentage, environ entre 5 et 7%, de la bibliothèque papier qui est disponible à un format 10. Chez nous, c'est 100%. Marianne, c'est absolument fondamental, notamment sur les apprentissages. Encore une fois, ces fameux savoir-lire, je reprends votre expression, ces savoir-lire pour les enfants 10. Là aussi, il faut trouver des méthodes particulières pour pouvoir les aider à mieux apprendre, à mieux constituer leur système de lecture. Alors nous, c'est pour ça qu'on a fait notamment le choix d'une forte gamification. Donc, dans nos utilisateurs, on a toute une partie de nos utilisateurs enfants qui sont des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage à l'école et pour lesquels les parents ont cherché un autre biais pour les accompagner. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de développer aussi. Donc, on a eu, nous, toute une relecture dans la taille des polices, dans l'interlettrage, dans les contrastes de couleurs aussi également, dans les vitesses de défilement des textes, pour que des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage à l'école ne se retrouvent pas dans l'application qu'ils utilisent à la maison en plus dans cette même difficulté. C'est aussi pour ça donc, qu'on n'a pas d'échec en fait, dans les jeux d'apprentissage de la lecture. L'enfant va être toujours amené à progresser et on va lui donner la bonne réponse, on va lui suggérer la bonne réponse quand il est en difficulté. L'idée, c'est de récompenser son avancée, de lui offrir, comme dans Nabook, des systèmes de badges, il gagne des petits accessoires pour habiller son personnage, et de l'entraîner, de l'emmener à apprendre. Une gamification bienveillante, si je vous entends bien. On fait une pause, justement, dans notre discussion. Dans un instant, on continuera à se dire pourquoi lecture et numérique ne sont plus antinomiques aujourd'hui. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et on brûle de savoir ici sur ce plateau quelles sont les images et les vidéos que Cheryl Jessica Isengé a rassemblées pour nous aujourd'hui. Live your best life with One A Day for Men, a complete multivitamin with key nutrients. Vive tu mejor vida con One A Day for Men, un multivitamínico con
Yo, come check this out. Wow. Boom. Whoa, this is crazy. Here we go. Whoa. Yeah. Yeah. You've seen too much. Will Smith Forever. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, évidemment, toujours en compagnie de Carole Fogarassi, CEO de Nabook, Marianne Joly pour Corneille, qui est en duplex avec nous depuis Londres, et évidemment Damien Douany. Damien qui a une idée derrière la tech, vous vous en doutez. Et cette fois-ci, on remonte le temps avec toi. Exactement. Marjorie, si tu pouvais remonter le temps, où est-ce que tu irais justement ? C'est une très bonne question. Avant 2020, c'est juste une idée comme ça. C'est vrai que beaucoup pourraient avoir envie de ça. Eh bien, moi, j'ai vécu une expérience assez troublante, justement, et j'avais besoin d'en parler. Parce qu'il y avait peu de temps, il y avait un salon à Paris qui s'appelait le Virtuality. Alors, Virtuality, c'est un salon où il y a plein d'expériences virtuelles, comme son nom l'indique. Justement, il y avait le stand d'Orange, notamment, une société qu'on ne présente plus. Et ils ont voulu, suite à l'incendie de Notre-Dame, eh bien, apporter une pièce dans la reconstruction de l'édifice via une expérience immersive. Et l'idée est la suivante. L'idée, c'est de se plonger dans l'histoire de Paris, de la construction de Notre-Dame, jusqu'à la visite des moindres recoins de la cathédrale, y compris des lieux où on ne peut pas aller, comme la fameuse forêt, qui malheureusement a la charpente de bois qui a brûlé. Et donc pour cela, il faut s'équiper d'un casque VR. Alors, pas de livre, hein, désolé, on peut lire Notre-Dame de Paris, effectivement, de Victor Hugo, mais là, on met un casque VR. Et pas seulement, on va mettre un sac à dos, un backpack, dans lequel se trouve quelque chose d'un peu lourd, c'est un ordinateur. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut s'équiper d'un backpack plutôt que d'un casque de réalité virtuelle? Ça suffit plus? Alors justement, il faut les deux. Alors là, dans ce cas-là... Ok, d'accord, je sors, merci. Voilà, donc là, on va rajouter un peu de poids sur le dos. Pourquoi? Parce que cet ordinateur va apporter un complément immersif exceptionnel. Parce que, outre donc, le casque, bien sûr, qui va permettre de vivre une expérience immersive à 360 degrés, eh bien, le backpack, lui, il va permettre de déambuler librement dans une pièce qui fait plus d'une centaine de mètres carrés. Donc d'habitude, on met le casque et on ne bouge pas de son petit périmètre. Là, on peut se balader. Et justement, le backpack, l'ordinateur qu'on a sur le dos, va permettre de prendre en charge la localisation que l'on a dans la pièce et de calculer où l'on est. Et donc justement, il va permettre donc d'apporter cette information immersive là où on se trouve. Et donc, on va se retrouver réellement immergé dans une visite virtuelle éducative qui ressemble furieusement à un jeu vidéo. Ouais. On est à la fois un personnage réel, puisqu'on voit les autres aussi, et à la fois un personnage virtuel, et c'est particulièrement troublant. Et tu l'as toi-même, tu es troublé toi-même, si j'ose dire, en c'est ça, voilà, c'est exactement. Alors, justement, comment ça se passe? On met tout l'équipement, et on se retrouve immergé dans l'époque de la construction de Notre-Dame, alors le Paris de l'époque, boueux, moyenâgeux, etc. Et on va voir le bâtiment s'ériger devant nous. Et comme on est dans une simulation, et que tout est possible, eh bien, on va pouvoir notamment s'élever dans les airs, et avoir sur des sortes de plateformes ascendantes qui vont nous permettre d'avoir une vision d'ensemble de Paris, de la construction du bâtiment. On va s'approcher de lieux inatteignables, comme par exemple les vitraux des Rosas qui sont en train d'être installés à l'époque. Et moi qui suis particulièrement sensible au vertige, eh ben, j'avoue que c'est un peu particulier parce qu'on a quand même l'impression de s'élever en vrai alors qu'on décolle pas du tout du plancher. Et le résultat est vraiment bluffant. Il y a d'ailleurs une bande-annonce du projet qui est très proche de ce que l'on ressent en réalité. C'est pas du bluff. Et justement, on la voit tout de suite maintenant.
est vraiment bluffé ici en plateau par cette bande-annonce. On se souvient notamment de l'impact crucial et du rôle aussi des jeux vidéo, notamment au moment de l'incendie de Notre-Dame, notamment Ubisoft et Assassin's Creed, qui avaient permis justement par tout le travail d'enquête et de documentation qui avait été effectué pour cet épisode en particulier qui se déroulait au Moyen-Âge et notamment à Notre-Dame, de toute la cartographie qui avait été faite en 3D par les équipes d'Ubi à l'époque et qui ont aidé notamment les architectes à pouvoir aujourd'hui aider à reconstruire Notre-Dame. Est-ce que concrètement, nous, ça nous préfigure de nouvelles manières d'apprendre? Alors, ce qui est clair, d'abord, c'est pas survendu, hein, c'est vraiment ce qu'on vit, donc c'est ça qui est assez troublant et assez bien fait. Et justement, pour moi, ça préfigure beaucoup de choses parce que, alors certes, on a peut-être lu, moi je l'ai lu à l'époque, le pavé de Notre-Dame, mais là, ce qui est troublant, c'est le fait de pouvoir se déplacer librement dans l'espace. Ça apporte une dimension vraiment jeu à univers étendu, avec une visite pédagogique croisée avec une visite pédagogique. On apprend réellement des choses, puisqu'on va voir des choses, on nous amène voir des choses. On a aussi un développement de l'imaginaire, parce que quelque part, le fait d'aller dans des endroits où on ne peut pas, on comprend mieux les différentes choses. C'est à la fois une expérience aussi qui est individuelle par le casque, et c'est ce que je trouve intéressant, collective aussi, parce que très souvent quand on met un casque, on se dit voilà, on est isolé du reste du monde. Là non, on mélange les deux et c'est ça qui est intéressant. Et donc en plus, alors, le seul problème pour l'instant, je le disais tout à l'heure, c'est que comme on a un ordinateur sur le dos, on est un peu entravé pour l'instant par le déplacement, mais l'idée justement, pour avoir discuté avec les gens de chez Orange qui travaillent là-dessus, leur idée c'est de faire disparaître le backpack et de petit à petit mettre toute cette puissance de calcul dans le réseau, de le déporter et de faire en sorte qu'ensuite avec un casque par exemple 5G, et puis on puisse tout simplement vivre la même expérience mais sans avoir besoin de tout l'appareil qu'on a sur le dos. C'est pas de la magie, c'est des infrastructures 5G, peut-être même 6G à venir. Si on veut vivre cette expérience comme toi, on fait comment? On va sur eternelnotredame.com et puis on achète un ticket tout simplement et on y va, c'est à la Défense. Quoi, il faut payer? C'est incroyable. Si, encore? Oui, mais ça en vaut la peine. Bon, d'accord. C'est de la technologie, c'est pas gratuit. C'est le prix d'une place de cinéma. C'est le prix d'une place de cinéma. C'est le prix d'une place de cinéma, mais est-ce que c'est aussi le prix d'une nouvelle façon de faire travailler sa cognition? Parce que je vous voyais justement vivre aussi cette expérience en même temps que Damien nous en parlait, Carole. Et c'est vrai que Nabouk et Corneille aussi pour Marianne Joly s'appuient sur beaucoup de travail sur les neurosciences et sur la façon dont on va pouvoir stimuler la cognition de l'enfant dans les apprentissages de lecture, dans l'interaction aussi que cette lecture suscite. Est-ce que cette immersion dans le jeu, si on pouvait s'immerger dans un roman, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant ou on ne va pas du tout travailler en réalité les mêmes bases d'apprentissage? En réalité, le cerveau est tellement vaste que vous pouvez quasiment tout travailler. Donc on peut s'immerger à la place du personnage et effectivement faire un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est absolument fascinant ce qui a été produit par ce projet Orange, j'imagine qu'il y a une autre société avec. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit moment témoignage, mais quand je vois ce genre de projet, quand je vois Corneille, c'est extraordinaire, Corneille, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Quand je vois toutes les belles sociétés dans la tech et de manière générale dans la tech qu'on est capable de produire en France, on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance, d'une part, d'être dans ce pays et beaucoup de chance d'être à l'époque dans laquelle on est, parce qu'il y a toute une énergie, un savoir-faire qui est mis en place. Pour moi, je suis toujours fasciné, ébahi. Et puis, je remercie encore une fois Corneille, parce que tous les jeunes à qui vous apprenez à lire, j'espère un jour pouvoir leur permettre de poursuivre la lecture chez nous. Donc, il faut qu'il y ait un environnement global qui émerge et qu'on se serre les coudes à ce sujet. Donc, encore une fois, bravo. Et pour répondre à votre question sur les développements cérébraux, en fait, la réalité, c'est de maintenir un équilibre. Il ne faut pas faire de nos jeunes des experts dans un domaine, je ne sais pas, de mémorisation, de concentration. Il faut qu'ils soient à peu près bons partout. Et donc ça, il faut qu'on leur fasse varier des plaisirs, si je puis dire. Donc nous, on va répondre avec Marianne à certains besoins, mais il faudra toujours qu'ils aillent dehors jouer au foot. Il faudra toujours qu'ils aillent serrer des mains et dire bonjour. Il faudra toujours qu'ils se lèvent le matin et qu'ils aillent regarder un lever de soleil. Il faudra tout. Mais simplement, il faut que... on est au tout début de notre ère digitale. Ça fait 2000 ans qu'on existe sans, ça fait 10 ans qu'on a des réseaux sociaux. On est au tout début. Il faut qu'on apprenne à dompter la bête qui est l'écran. Il faut tout pour faire un monde. Je donne la parole dans un instant plutôt à Marianne Joly qui acquiesçait justement et qui buvait vos paroles sur cette complémentarité entre ces applications Nabouk et Corneille. La lecture Grande Cause nationale 2022. On poursuit notre talk justement.
Et Marianne Joly, pour Corneille qui nous attend à Londres, justement, je vous redonne le micro tout de suite parce qu'on vous voyait justement acquiescer aux paroles de Carole sur cette complémentarité entre vos deux applications d'une part et puis dans l'écosystème de l'EdTech d'autre part. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que lecture numérique et lecture in real life, c'est enfin complémentaire? On peut enterrer la hache de guerre entre la lecture avec un grand L et le numérique? Moi, j'aimerais bien. Du coup, là, je prends ma casquette d'ancienne éditrice. Moi, j'ai été éditrice de livres pour enfants avant de lancer Corneille. Et moi, nous, on croit fondamentalement en fait que les deux sont complémentaires. On a beaucoup entendu un discours qui opposait lecture papier et lecture numérique. Je pense qu'il faut qu'on ait une plus grande flexibilité. On lira toujours des choses sur papier et les enfants liront toujours des choses sur papier avec leurs parents. Ça n'empêche d'avoir des usages numériques qui sont des usages à d'autres moments, en fait. On a la chance d'avoir des solutions, comme l'a dit Carole, de vivre en 2022 et d'avoir des solutions exceptionnelles. Donc, il faut mettre toutes ces solutions au service de l'apprentissage de la lecture et de la lecture. Un enfant, en fait, nous, on remarque que peu importe le support qu'il utilise, ce qu'il veut, c'est écouter une histoire, c'est lire, c'est rentrer en interaction avec des personnages, c'est développer son imagination. Donc, que l'histoire, elle commence sur sa tablette et qu'elle continue sur un livre, tant mieux, en fait. C'est ce que nous, on a envie de promouvoir et c'est ce vers quoi nous, on tend en proposant un petit peu des solutions hybrides qui soient à la fois numériques et papier et en ayant vraiment ce discours de dire, les deux ne sont pas antinomiques, c'est juste des usages différents, en fait. Mais la lecture, c'est aussi une question d'égalité des chances. Comment est-ce qu'on fait pour que les enfants, les ados aient un accès égal, équitable à ces ressources de lecture, Carole? Est-ce que justement les applications comme la vôtre peuvent venir essayer de combler ce gap-là? Alors, nous, c'est tout notre point. C'est-à-dire que la lecture, présupposée, lecture égale vecteur d'épanouissement et de développement personnel et de réussite scolaire. Donc, comment on fait pour mettre la lecture dans tous les foyers? Et on utilise la porte d'entrée qui existe déjà dans tous les foyers. 90% des 8-12 ans ont déjà un téléphone. 90% des familles qui ont des 8-12 ans ont déjà une tablette familiale. Et 45% des 8-12 ans ont une tablette personnelle. Quasiment un taux d'équipement si je puis dire, d'écran et de console de jeux de salon qui est similaire. Aujourd'hui, vous avez un portail d'accès qui est l'écran, qui est partout. Et ça va plus loin, ça va outre les catégories socio-professionnelles, l'emploi du temps des parents ou le nombre d'enfants dans la famille. Donc, utiliser ces écrans et donc ces portes d'accès qui sont déjà présentes pour y mettre du contenu qui est accessible sur des stores, oui, c'est de l'égalité des chances. Alors, la question derrière, pour être plus précis, c'est comment on va chercher ces publics. Nous, on est en train de mettre en place une politique de partenariat avec des associations de terrain. Et on est en train par ailleurs de mettre en place des actions avec des bibliothèques et des médiathèques, notamment pour tout ce qui est zone de ruralité, pour tout ce qui est réseau dans lesquels vous avez un parc informatique par exemple, et dans la bibliothèque, et les enfants viennent à la bibliothèque, donc les bibliothécaires sont contents, mais ils ne vont que sur la tablette. Donc comment les faire lire dans des endroits où ils se rendent déjà, mais dans lesquels ils ne consomment pas le livre qui est pourtant à 2 mètres. Oui, et justement, ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, alors ils ne sont peut-être pas tout de suite dans le scope de vos applications, parce que vous adressez à des enfants un peu plus jeunes, que ce soit du côté de Corneille ou du côté de Nabouk, mais le dernier baromètre des Français de la lecture, commandé par le Centre national du livre et par Ipsos, confirme une baisse effective de la lecture des jeunes entre 18 et 24 ans. On fait comment pour les aider à rouvrir des livres? Alors, il y a cet apport dans les bibliothèques et cet apport associatif que vous êtes en train d'initier, notamment avec Nabouk. Mais Marianne, je vais m'adresser à l'ancienne éditrice que vous êtes. Comment est-ce que le numérique, ces applications-là, peuvent être aussi un driver pour rouvrir du livre en bonne et due forme? Oui, je pense que le numérique peut tout à fait conduire les adolescents à se réinvestir dans la lecture. Il faut souligner aussi quand même, en France, on a un lot d'auteurs jeunesse et particulièrement pour les ados qui est très grand. Avec des auteurs qui sont fantastiques. Il faut promouvoir cette littérature peut-être sur d'autres supports, mais aussi, je pense, avoir des thématiques qui répondent vraiment aux problématiques des adolescents aujourd'hui.
Les adolescents sont très préoccupés par tout ce qui est le climat, par tout ce qui est, on voit la recrudescence des dystopies en fait, par tout ce que va devenir notre monde en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet sur développer des thématiques qui leur parlent et qui vont les embarquer dans la lecture. Et l'autre constat de ce baromètre, d'ailleurs, que je citais tout à l'heure, encore une fois, pour le Centre national du livre et édité par Ipsos, c'est le fait qu'on lit de plus en plus court sur les écrans, notamment à travers les réseaux sociaux ou à travers des formes d'édition beaucoup plus courtes, alors que l'enjeu, il est aussi d'avoir un effet de traction sur la lecture longue, qui suscite un effort évidemment plus prolongé sur la concentration. Est-ce que vos applications peuvent préparer à cet effort de lecture sur le plus long terme, Carole ? Alors, vous parlez d'effort. Ouais. Moi, je vous répondrai en De parlant plaisir. d'envie. Et oui, à la fin, c'est toujours la même chose, c'est l'offre et la demande. Donc, si nous voulons faire en sorte que les jeunes lisent davantage, et à un moment, il faut simplement que la lecture soit plus attractive que ce qu'ils font aujourd'hui. Je prends un exemple, Harry Potter. On a des stats hallucinantes, c'est 40%, je crois, des jeunes qui ont vu le film à l'époque, qui se sont mis à lire derrière. Harry Potter, c'est un pavé. Quand il a été présenté aux éditeurs français au début, personne n'en voulait, personne dit vous êtes inconnu, c'est un pavé, une espèce d'histoire de sorcier, mais qui va croire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que l'épaisseur du livre, la complexité de l'histoire, le fait que l'auteur ait peu de notoriété, ça a finalement assez peu d'impact si on a suscité l'envie. Et l'envie, je pense que elle peut tout à fait se motiver par un jeu vidéo, par une série en streaming, par un film. Donc la clé de la lecture, qui est en fait la clé de bien dépenser son temps finalement, c'est la clé du contenu. Et la clé du contenu, pour moi, elle est dans du cross-platform. C'est-à-dire que le livre que vous avez aujourd'hui, vous l'avez d'abord eu, ou après, c'est selon, au cinéma, en jeu vidéo. On parlait d'Assassin's Creed, dont les travaux d'études ont permis de simuler la forêt en VR. Ben ça, c'est bien une preuve par l'envie et le désir qui a été généré par Assassin's Creed, des jeunes se sont mis à s'intéresser à l'histoire. Cette mécanique, elle est vertueuse, et c'est celle-là que nous mettons en place chez Nabook, c'est celle-là qui est mise en place à peu près dans toutes les sociétés EdTech aujourd'hui, et c'est le sens de l'histoire. Donc, d'où l'importance justement de trouver la clé pour pouvoir justement déclencher ce goût, cette envie. Dernière question, car le temps passe très vite ici sur le plateau d'École du Futur. Comment utiliser Nabook et Corneille en classe? Est-ce que vous proposez des versions adaptables justement à la pédagogie des enseignants et des enseignantes, Marianne? Oui, donc nous, on a lancé depuis cette année un accès aux professeurs. Donc, on leur propose de créer des parcours personnalisés pour leurs élèves, qu'ils déterminent en fonction du niveau qu'ils ont défini de l'élève. Et on est en train de travailler à la version web pour que les professeurs puissent l'utiliser en classe sur un tableau numérique avec un groupe classe. Et du côté de Nabook, est-ce que là aussi, il y a une version adaptable au parcours pédagogique qui est prévue, ou est-ce qu'on peut le faire tout simplement soit quand on est enseignant, enseignante, on s'intéresse aux histoires que vous proposez, on peut les faire lire à sa classe? Alors, écoutez, aujourd'hui, nous avons des enseignants qui utilisent Nabook pour faire de la lecture partagée, voilà, pour les 10 minutes de lecture par jour. En réalité, notre produit aujourd'hui n'est pas conçu pour un usage scolaire, et nous n'avons pas l'objectif de le développer pour du scolaire. D'accord. Pour la raison que je vous ai citée tout à l'heure, on se place davantage sur un créneau de divertissement, et on vient concurrencer plus du streaming et de la lecture, plutôt que de servir de support à des professeurs qui, par ailleurs, ont plein de magnifiques applications et solutions comme Corneille. Vous êtes Netflix à plus d'un titre, même son concurrent. Damien, que j'ai honteusement censuré tout à l'heure sur son envie de relance. Non, juste pour conclure, si finalement votre plus belle récompense, c'est quoi? C'est finalement que les gens ferment votre application et achètent le livre? Exactement, vous avez tout compris. Le jour où c'est ça, moi je pars aux Bahamas. Bon, on va partir aux Bahamas ensemble. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'on a encore plein d'émissions justement à vous proposer ici sur School TV et dans l'École du Futur. Merci infiniment Carole Forgassi d'être venue ici sur le plateau de l'École du Futur pour nous parler de Nabook, de cette application qui redonne le goût de la lecture aux enfants. Merci infiniment Marianne Joly, vous étiez en duplex avec nous depuis longtemps, parce que je crois qu'il y a un événement très important qui se déroule en ce moment justement sur place. Et oui, on participe au Bed Show, qui est un salon où sont exposées toutes les tech britanniques, françaises, de partout.
la high-tech européenne qui a donc le vent en poupe et on le voit avec tous ces événements. Merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt justement sur le plateau de l'École du Futur quand vous serez rentrés justement de Londres. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On peut se retrouver avec le hashtag l'École du Futur sur tous les réseaux sociaux. Et merci comme toujours à mon acolyte Damien Douany pour ses questions et ses relances et ses expériences. Avec plaisir Marjorie, à très vite. Et on se retrouve très vite. À demain.